Bonjour à tous, c'est la deuxième fois que je vous parle de ce film Hackers de 1995 de Yane Softly. La première fois, je vous avais parlé de programmation prédictive et du fait qu'à la fin du film, on voit Crash and Burn, qui peut être programmation prédictive pour le 11 septembre. Mais en fait, à chaque fois que je le revois, je remarque toutes ces choses, mais là, j'ai remarqué de nouvelles choses, à la lumière de ce que j'ai étudié ces dernières années. Je donnerai toutes les anecdotes sur la production du film et en quoi ça pourrait être un film de propagande néo-templier, c'est possible, de recrutement subliminal, et aussi de programmation prédictive. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de mon analyse. 2-3 choses sur le réalisateur Yane Softly, qui pourraient être éventuellement des indices sur son appartenance à d'autres cercles que le simple fait d'être réalisateur. Je vous donne des exemples. Le film, il a coûté 20 millions de dollars. Mais au box-office, il a fait seulement 7,5 millions de dollars. Donc ils sont en perte de 13 millions à peu près, du moins avant qu'il y ait des ventes de DVD, tout ça qui se fasse. C'est-à-dire en 95, il n'y en avait pas encore, donc il fallait au moins attendre 2 ans, bref. Donc, on peut dire qu'ils sont prêts à perdre de l'argent pour diffuser leurs idées. Et quelles sont leurs idées? Ils n'hésitent pas à nous parler de nouvel ordre mondial, etc. Donc, on sent que le scénario est travaillé, en tout cas, pour nous faire passer des idées subliminales ou non. Mais c'est ça, le truc. Ils sont prêts à perdre de l'argent pour recruter, pour diffuser leurs idées. Ça veut dire que, s'ils ont de l'argent à perdre, ils ont beaucoup d'argent. Donc, qui sont ces gens-là? Ainsi, c'est pas, je sais pas moi, une organisation templière qui aurait conservé le trésor depuis la nuit des temps et qui l'aurait fait fructifier. Enfin, ça pourrait être la vérité, hein, l'intrigue du jeu Assassin's Creed. Nous avons les moyens de vous offrir infiniment plus. Pour l'immense majorité de l'humanité, la vie n'est qu'une série d'épreuves douloureuses. Une éprouvante succession d'échecs que seule une mort salvatrice vient arrêter. Les listes d'attente, les mensualités, les factures qui s'empilent. Par ici, monsieur. Avec autant de préoccupations, personne ne s'aperçoit de ce qui se passe. Personne, sauf vous. Écoute, Day, tu ne dois pas prêter attention à la masse. Elle n'a aucune idée de ce qui se trame. Ce sont des bœufs. À partir d'aujourd'hui, vous passerez devant les autres sans devoir attendre. Transport en tout genre, domestique, cuisinier, nous veillerons à ce que vous ne manquiez de rien. Pour la majorité des gens, la vie est un jeu impossible à gagner. Bienvenue au sein de l'Ordre des Chevaliers du Temple. Peut-être que c'est pas Abstergo, mais que c'est une autre société ou une holding, une multinationale. Les gouvernements et les multinationales ont besoin de gens comme nous. Ou plutôt un groupe invisible qui a réutilisé l'argent dans des sociétés privées pour développer leurs plans à long terme. Eh bien, laisse-moi te parler du nouvel ordre mondial. Et il y a autre chose qui me vient à l'esprit, qui me choque un petit peu. Yane Softly, le réalisateur, avant Hackers, il avait fait un seul long métrage avant. Donc, en gros, c'est son deuxième film seulement, et on lui confie direct 20 millions de dollars pour son deuxième film. Et par ailleurs, il avait 39 ans quand il a fait son premier film. Qu'est-ce qu'il a fait avant? On n'a aucune info sur sa fiche Wikipédia, on ne sait pas ce qu'il était. Par contre, on sait ce qu'il est anglais. On sait qu'il est anglais. Est-ce que les néo-templiers là-bas sont nombreux? Est-ce que ce genre d'organisation est puissante là-bas? Est-ce qu'il faisait partie des néo-templiers? Voilà, mais moi, si jamais je fais mon premier long métrage, là je suis dans la trentaine, est-ce que vous croyez qu'on va me confier 20 millions de dollars de production pour mon deuxième film si j'ai rien fait avant? Et que j'ai atteint 30-40 ans? Bah non. Donc c'est ça la question qui se pose. Et malgré le budget, donc, il y a 13 millions de dollars de l'époque de pertes. Bon, qui peut se permettre ça?
Nous avons les moyens de vous offrir infiniment plus. Surtout qu'apparemment on lui en a pas voulu, puisque après ce film, il en a fait encore 5-6 autres. Tu perds de l'argent avec un film, pas de souci, on t'en fait faire d'autres. Donc, tout ça est très étrange en fait, donc pour moi ça peut être un indice qu'il y ait une organisation derrière avec des fonds, etc. C'est là où je veux en venir en fait. Comment est-ce que vous vous appelez? Emmanuel Goldstein, monsieur. Alors ici, l'élève s'appelle Emmanuel Goldstein, et juste à gauche, on a un des symboles de l'anarchisme sur le tableau. Alors, le nom d'Emmanuel Goldstein tout de suite résonnait dans mes oreilles, puisque je vous ai lu dernièrement un ouvrage de J.B.O. Goldstein, Théorie et pratique du collectivisme oligarchique. Alors, certains disent que la réédition de cet ouvrage qui aurait 70 ans serait un faux, mais il n'y a aucune source qui vient étayer ça. Mais à la base, en fait, ce serait le livre dont il aurait subsisté une copie, dont George Orwell parle dans 1984. Théorie et pratique du collectivisme oligarchique par le personnage imaginaire Emmanuel Goldstein, un livre fictif qui est thématique dans l'histoire du roman dystopique 1984. Dans la société totalitaire de l'Océania, dirigée par l'omnipotent et omniscient parti politique Ang Sok, ou socialisme anglais, Emmanuel Goldstein est le principal ennemi de l'État, ex-membre des hautes sphères de l'Ang Sok, qui conspire continuellement contre Big Brother. Durant le début du récit, Winston Smith, le héros, songe à l'existence d'un terrible livre édité et diffusé clandestinement, qui est la cause de bien des rumeurs. Cet ouvrage rapporterait toutes sortes d'hérésies dont Emmanuel Goldstein serait l'auteur, et il n'aurait pas de titre, raison pour laquelle les gens qui en parlent à mots couverts le nomment simplement le livre. Il aura par la suite le livre entre les mains, découvrant une partie de son contenu, avant d'apprendre qu'il a été écrit en réalité par l'Ang Sok elle-même. Étant donné l'importance que George Orwell donne à cet ouvrage interdit dans le monde de 1984, et considérant qu'il avait de solides connaissances de la science politique et de l'histoire, bien des spéculations furent émises à propos d'une possible source d'inspiration. L'historien de la littérature anglaise James M. Decker a identifié Théorie et pratique du collectivisme oligarchique comme une possible parodie de l'essai de Léon Trotsky, La Révolution trahie. Decker n'est pas le seul à avoir établi ce lien avec Léon Trotsky, puisque la description physique qu'Orwell fait d'Emmanuel Goldstein correspond exactement à Trotsky. L'auteur anglais Carl Friedman a trouvé que les passages du livre cités par Winston Smith sont directement inspirés du célèbre essai aux États-Unis de l'ex-trotskiste américain James Burnham, The Managerial Revolution. Donc, voilà rapidement à propos d'Emmanuel Goldstein. Donc, dans le film, petite référence, petit pied de nez qu'ils font, cet Emmanuel Goldstein est un hacker, et donc qui lutterait contre Big Brother. On va voir un petit peu plus tard que dans le film, on nous parle des représentants du Nouvel Ordre Mondial. Et derrière l'acteur, on voit ce A anarchiste sur le tableau. Donc, ce qui symboliserait les forces anarchistes luttant contre Big Brother ou le Nouvel Ordre Mondial. Un arc-en-ciel, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, ce jeune acteur, Matthew Lilley, je crois qu'il s'appelle, est vraiment androgyne dans le film. Et le problème, c'est pas son physique, lui, il y est pour rien. C'est la façon dont le réalisateur nous met en scène de façon androgyne. C'est-à-dire sa façon de s'habiller, de se comporter, sa coiffure, etc. Et c'est un des trucs assez malsains dans le film, où on a cette confusion des genres qui est voulue, et d'autres thématiques qu'on va voir un peu plus tard, qui pour moi est de la propagande claire, et qui, 30 ans après, se révèle quand même exact dans la société. Oh, sa mère s'est fait un max de pognon en fondant des thèses hyper féministes. Du style les femmes qui aiment les hommes qui sont des amibes émotives. Ça explique tout. Donc là, il parle de la mère de celle qui est jouée par l'actrice Angelina Jolie dans le film. Il nous parle de féminisme, comme par hasard. Là, on a ce rêve que fait l'actrice jouée par... non, le personnage joué par Angelina Jolie, qui joue sur la confusion, puisque
En fait, Angelina se voit caresser le mec là qui est en train de la draguer, sauf que on voit aucune partie génitale masculine, etc. Et c'est dans le fond un rêve extrêmement narcissique. C'est-à-dire que elle voit caresser son double, elle se voit se caresser elle-même. C'est un peu comme Narcisse quand il contemplait son reflet dans l'eau, qui tombe amoureux de son propre reflet et qui se noie. À la base, dans le film, c'est un pari qu'ils avaient fait, un pari, une espèce de compétition de hackers, et celui qui gagnerait, en gros, serait l'esclave sexuel de l'autre. Et l'autre avait dit en rigolant, si c'est moi qui gagne, tu t'habilles en robe. Mais ce qui est très malsain, c'est que ça joue sur la confusion des genres. Et moi, je me demande si, depuis quelques années, on ne met pas dans la tête des jeunes femmes des choses étranges comme ça, pour les faire avoir d'autres tentations, et dans le fond, pour qu'elles se reproduisent moins, voire plus du tout. Ce serait ça un petit peu l'objectif, sinon j'en vois pas trop d'autres. Et moi, je pense que technologiquement parlant, c'est possible de suggestionner des millions d'esprits. En sélectionnant des longueurs d'onde particulières et en diffusant des images sous forme d'impulsion dont la personne croirait que c'est simplement un rêve, en fait. Un peu comme dans le film Prince des Ténèbres. C'est-à-dire ce seraient des suggestions hypnotiques, inconscientes et subliminales, incorporées dans la pensée des gens pendant la nuit, lorsqu'ils sont dans un état alpha ou θ, je sais plus. Donc hautement suggestionnable. Et les gens, en se réveillant, auraient l'impression que c'est un rêve. Alors qu'on essaie de leur mettre ces images dans la tête. Là donc une scène d'après où elle dit bon bah j'espère que tu tiens ta parole, voilà, et elle lui montre des vêtements de gonzesse. Ce qui là aussi joue sur ce truc malsain, ce mélange des genres bizarres. J'ai limité l'accès au seul terminal 23. Regardons le 23, voyons ce qui se passe. Ici, ce passage, je l'ai mis parce qu'il dit j'ai laissé ouvert, je crois, le serveur 23, et l'autre dit on va s'occuper de ce 23. Et là, on voit God qui s'affiche sur l'écran, ce qui est Dieu. Donc, le nombre 23 dont on parle très souvent, qui est un chiffre utilisé par les Illuminati et les anarchistes, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce cadre-là? C'est intéressant. T'as lu cette connerie? C'est l'univers où nous vivons. Un univers fait d'électronique et de microprocesseurs, où prime le baud. Chez nous, il n'y a pas de nationalité, de religion, de race, ni de préjugés. Vous nous faites la guerre, vous racontez des conneries sur nous, vous essayez de faire croire qu'on agit dans notre propre intérêt, qu'on est des criminels. Oui, j'en suis un. Mon seul crime, c'est d'être curieux. Je suis un pirate et voici mon manifeste de combat. C'est quoi manifeste au juste? Vous m'arrêterez peut-être, mais vous n'arriverez pas à tous nous arrêter. Ils sont très cool. Cool. Oui, cool. Tu trouves ça cool? C'est cool. Non, c'est pas cool. C'est une merde communiste. Alors l'autre trouve ça cool, et l'autre lui dit non, c'est pas cool, c'est une merde communiste. Alors là aussi, est-ce que c'est de la propagande anarcho-communiste, ou c'est pour critiquer ça? Eh bien, ce genre de film est fait à plusieurs étages au niveau subliminal, c'est-à-dire que c'est fait pour séduire différents types de gens à différents niveaux, et quand même faire réagir. C'est-à-dire que celui qui sera contre le communisme, il pourra quand même travailler pour le nouvel ordre mondial, et celui qui sera anarchiste et communiste, qui trouvera ça cool, il pourra aussi travailler pour le nouvel ordre mondial. Alors, ici c'est la programmation prédictive, puisqu'on nous montre ce qui sera plus tard des lunettes de réalité virtuelle, hein, en 1995. Ici aussi, on a lui qui est le chef de la sécurité informatique d'une société, qui, à ses heures perdues, joue à un jeu en réalité virtuelle. Et au-delà du stade
expérimental, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de jeu en 95 avec des lunettes de réalité virtuelle. Tout du moins, pas dans un salon privé. Dans des salles de jeux vidéo, pourquoi pas. Mais ce que j'ai relevé d'intéressant à propos du film, alors en cours de développement et avant que celui-ci ne soit porté sur la console PlayStation, lors d'une scène, on peut voir le jeu vidéo Wipeout tourné sur une station SGI. Donc je vais essayer de vous la retrouver cette scène, mais à un moment, un des jeunes joue à Wipeout. Il n'était même pas sorti, ce qui prouve que le réalisateur et le commanditaire du film étaient en avance sur leur temps, nous présentaient des choses qui allaient exister, et donc peu importe s'ils ont 1 an ou 20 ans d'avance, mais c'est des gens qui sont au courant. Ici en arrière-plan, on voit clairement Metropolis, un film de Fritz Lang, qui, pour beaucoup, enfin il faudrait que je le revoie, que je revoie les significations occultes, mais c'était un film qui présentait une société totalitaire de nouvel ordre mondial, quelque part, avec des travailleurs esclaves qui travaillent sans réfléchir, qui consomment sans réfléchir, etc. Un côté totalitaire. Laisse-moi te parler du nouvel ordre mondial. Les gouvernements et les multinationales ont besoin de gens comme nous. Toi et moi, on est des samouraïs, des cow-boys du clavier. Écoute Dave, tu ne dois pas prêter attention à la masse, elle n'a aucune idée de ce qui se trame. Ce sont des bœufs. Ici on a cette tirade assez connue dans le milieu, enfin je vous l'avais mise il y a plusieurs années déjà, qui parle clairement du nouvel ordre mondial. Alors il dit dans le fond des profils comme vous, comme les vôtres, profils de hackers, nous intéressent. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là ce sont ceux qui travaillent pour le nouvel ordre mondial, donc possiblement les Templiers, les Néo-Templiers, on a fait plein de vidéos de recherche depuis des années, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est-à-dire plutôt les tenants de l'ordre dans la société. C'est plutôt d'obédience templière. Et leurs ennemis de toujours, à moins que ce soit deux faces d'une même pièce, eh bien c'est la faction des assassins, aujourd'hui représentée peut-être par les anarchistes, etc., c'est-à-dire le chaos. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est le nouvel ordre mondial qui dit on aimerait recruter des hackers comme vous. Et c'est là où je me suis demandé si ce film n'était pas une propagande néo-templière, enfin de ceux qui sont toujours là, pour recruter des jeunes, des mecs cool, etc., qui sont modernes, pour justement damer le pion aux anarchistes assassins, c'est-à-dire ceux qui déstabilisent la société et qui déstabilisent l'ordre des Templiers pour leurs propres intérêts. Vous voyez ? Quoi ? Épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11, faut connaître ses classiques, évoluer. Et pour moi, cette thèse, c'est corroboré par la petite séquence, c'est-à-dire que le jeune androgyne, là, qui est un hacker, qui s'appelle Emmanuel Goldstein, donc qui lutte contre Big Brother, alors c'est compliqué, hein, mais lui, il cite la Bible, et il connaît très très bien la Bible, apparemment, il peut citer n'importe quel vers, et il dit, bah ouais, faut être moderne les gars, faut s'adapter, parce que les autres, ils sont un peu étonnés. Et ça, pour moi, c'est une métaphore de la position des Templiers eux-mêmes en 1995, c'est-à-dire il faut s'adapter, il faut aller séduire les jeunes. Parce que s'il y a bien une faction puissante descendante des Templiers qui tient le monde, un petit peu comme Abstergo dans Assassin's Creed, etc., s'ils descendent des Templiers, eh ben, normalement ce sont des gens à la pointe du progrès, mais des gens qui sont, on va dire, conservateurs, qui veulent l'ordre à tout prix, et qui normalement ont toujours comme credo le fait d'être fidèle à Dieu et tous les préceptes templiers. Donc ça collerait pas d'embaucher des gens qui sont des dégénérés complets. Donc lui par exemple c'est un jeune et il connaît sa Bible par cœur. Ce qui tendrait, moi, à me prouver que ici les Templiers parlent pour eux, ils disent il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on recrute des jeunes. Ah, Shepard, elle est bien bonne.
Et ici, cette fameuse séquence que je vous avais déjà montrée dans une vidéo, Crash and Burn, alors qui sont censés les représenter tous les deux, mais en anglais ça veut dire crache-toi et brûle. Et ce film est sorti 6 ans avant les attentats du 11 septembre 2001, et on peut se demander si c'est pas de la programmation prédictive comme dans tant d'autres films. C'est-à-dire, classiquement, on voit 2 tours, et on a ce message, crache-toi et brûle, quoi. Évidemment, on comprend ce que ça pourrait signifier. Et les 2 imbéciles, là, ils rigolent avec un rire idiot, comme ça. Enfin, eux, ils ne savent pas, mais comme si c'était presque drôle, un jeu pour les commanditaires du film, de faire un inside job pour le 11 septembre, ce qui permettrait de faire la guerre au terrorisme, entre guillemets, etc. Ce qui, là aussi, ça corroborerait la vieille tradition templière, dont un des ennemis jurés étaient les assassins du Vieux de la Montagne. On peut voir aussi ça dans Assassin's Creed. Et si ces 2 factions-là perdurent jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le nouvel ordre mondial des Templiers aurait prévu le 11 septembre comme début de leur guerre sainte contre... je sais pas si c'était contre les Sarrasins, mais contre les terroristes, en tout cas islamistes, qui seraient pour eux des représentants du chaos et du désordre portés à leur époque par les assassins. Une secte islamiste qui tuait déjà et qui perpétrait des attentats contre des gens puissants. Et bien sûr, on nous dit dans les récits que certains Templiers, ou même les Templiers tout court, parfois, s'allier avec les Sarrasins contre les Ottomans, les Turcs. Et certains aussi disent que, au niveau de leur pensée, de leur philosophie, certains Templiers se seraient rapprochés de sectes comme les Assassins et auraient appris l'alchimie, etc. au contact de... Oui, mais non. Et puis c'est pas parce que certains l'ont fait que ça représente toute la hiérarchie templière. Et puis, faut pas confondre Sarrasins et spécifiquement la secte des Achichim, enfin des assassins. Et peut-être que ceux contre lesquels veulent lutter les néo-templiers, c'est spécifiquement aussi, peut-être les descendants des Achichim, c'est-à-dire les terroristes islamistes internationaux, qui sont pour eux un facteur de désordre dans la société. Et eux, les Templiers, les Néo-Templiers, ils veulent maintenir l'ordre, leur ordre. Donc, toute l'analyse là que j'ai faite de ce film Hackers, elle est basée certes sur ma théorie, qui n'est que spéculation, mais spéculation pour laquelle j'essaye de vous donner des sources à peu près crédibles, mais pour moi, c'est clairement un film de propagande et de programmation prédictive qui cherche, alors même si il y a des objectifs multicouches au niveau subliminal, comme je vous l'ai déjà dit, dans ce genre de film, c'est-à-dire que c'est censé séduire plusieurs types de personnes différentes, mais globalement, je crois que le message, c'est si t'es un hacker, un jeune, si t'es plutôt contre le système, etc., tu peux quand même travailler pour nous, pour la mise en place du nouvel ordre mondial, et tu vas voir, ça sera cool de travailler pour nous. Bienvenue au sein de l'ordre des Chevaliers du Temple. À moins que ce soit justement un film cherchant à recruter pour les forces anarchistes du chaos. On a vu, ça parle d'Emmanuel Goldstein au début, qui est contre Big Brother. Crash and Burn, ça peut vouloir dire donc brûle tout. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait cette faction anarchiste qui, à travers les films, etc., à Hollywood, depuis des années, cherche à recruter en fait des fauteurs de troubles, puisqu'on peut dire aussi que Hollywood est complètement dégénéré, etc. C'est ça qui est la grande question, c'est est-ce que la dégénérescence portée par Hollywood et le facteur chaotique est porté aussi par ces néo-templiers? C'est-à-dire que est-ce que les templiers portent en eux l'ordre et le désordre? C'est-à-dire que est-ce qu'ils créeraient aussi du désordre pour qu'on accepte mieux l'ordre?
voyez, je sais que c'est compliqué, mais est-ce que c'est quelque chose de cet acabit? Ou est-ce que c'est une des deux factions, là, avec ce genre de film, qui recrute? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai ma petite idée, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, quand un jeune voyait ce film il y a 30 ans, est-ce qu'il se disait « c'est cool d'être un anarchiste et je vais niquer le système » ou finalement, ça peut être cool de travailler pour le nouvel ordre mondial? Voilà. Je sais que je résume les choses de façon très simpliste, mais sûrement que le subconscient d'une jeune personne à l'époque devait percevoir des sentiments, des impressions. Et ce genre de sentiment est assez simpliste, puisque ça agit au niveau de notre cerveau le plus ancien, notre cerveau reptilien. Et sinon, pour conclure, pour moi, ce film... et j'ai encore sûrement oublié des passages, des trucs que j'ai relevés toutes ces dernières années. Là, c'est simplement ce que j'ai relevé lors de mon dernier visionnage. Mais ce film résume bien tout le bullshit qui est là actuellement, et qui aurait lieu plus tard. Et on a notamment, hein, je reviens là-dessus quand même, cette propagande tout au long du film pour des mecs androgynes, puisqu'il n'y a pas que le jeune Emmanuel Goldstein, il y a aussi l'autre, le latino, là, avec des cheveux longs, bouclés, ils font très androgynes physiquement, donc qu'est-ce que veut nous dire le film? Et ces rêves très bizarres là, que fait le personnage joué par Angelina Jolie, ça ajoute à la confusion des genres. Et j'allais ajouter une autre théorie à celle que j'ai expliquée au début. Il y a bien autre chose comme objectif pour ces élites que de confusionner les genres, finalement ce qui va faire des gens bisexuels ou homosexuels, hein. C'est ça le but. Parce que certains disent que on l'est à la naissance ou pas, moi je pense que une fois qu'on vous a bien vidé le cerveau, si on vous remplit la tête d'images et de rêves subliminaux qui vous suggestionnent d'autres choses que ce que vous aimez, je pense que vous allez finir par l'accepter. Mais sans même le savoir à l'intérieur de vous que c'est un combat contre vous-même, et qu'on vous impose des images et des idées. Et le but de tout ça, ça pourrait être de réduire la population. On ne va pas y aller par quatre chemins. Une population qui deviendrait à majorité homosexuelle ou bisexuelle, machin, toutes les relations ne seraient qu'un amusement, on passerait d'une personne à l'autre sans aucune profondeur ni rien. Il n'y aurait plus de famille, naturellement, puisque si tu changes tous les 6 mois et que le monde est un marché libre et que tu peux choisir parmi les hommes, parmi les femmes, il n'y aura aucune relation longue, encore moins de famille, et même quand des gens homosexuels ont des enfants, la plupart du temps ils adoptent, ou enfin je veux dire, ils font pas 10 gamins comme des hétérosexuels, on est d'accord. Donc vous voyez où je veux en venir. Mais il y a aussi un autre objectif, plus occulte, peut-être, c'est celui d'amener artificiellement l'androgyne primitif de façon mal comprise. C'est-à-dire que là, je sais pas, chimiquement, leur but ce serait de rendre les hommes plus féminins et les femmes plus masculines pour les ramener à un moment T, peut-être au moment où ils considéreront qu'on sera aussi immortel grâce à la technologie, où il n'y aura plus de distinction entre l'homme et la femme puisque ce sera une seule chose. Tout le monde sera androgyne. Et alors, comment chimiquement, comment ils arrivent à faire pour dans le fond, faire baisser nos testostérones et faire augmenter leurs oestrogènes, ou vice-versa. Ou alors leur faire augmenter aux femmes leur testostérone et nous donner plus d'oestrogènes. On sait en tout cas qu'il y en a dans le soja, etc. Ça se fait peut-être par la nourriture. Mais donc là, si c'était ça, ce serait un plan sinistre. Mais il faut bien évidemment penser à tout type de choses. Puisque je rappelle, pour ces occultistes, l'androgyne primitif, c'est-à-dire l'être qu'on était avant d'être séparé en deux, par Zeus ou Dieu, hein, peu importe la légende, on était extrêmement puissant et surtout immortel. Et à partir du moment où on était séparé en deux, enfin, dixit la légende, eh bien, ça ne serait que chaos et mortalité, etc. Bref, n'empêche qu'on recherche notre seconde moitié, normalement. On ne se recherche pas nous-mêmes. Parce que si vous avez tout en vous,
la seule personne que vous allez rechercher, c'est vous-même, ou un clone de vous-même. Alors que normalement, vous devez rechercher l'autre, la différence. Donc, ça correspond bien aussi à cette société actuelle, dans laquelle les gens sont de plus en plus égoïstes, et surtout tournés autour de leur nombril. Bizarrement, tout va dans le même sens. Et donc, qu'est-ce que leur permettrait l'avènement de l'être androgyne? Eh bien, de revenir à leur nouvel Éden, j'imagine. Enfin, de revenir au paradis perdu, etc., selon eux. Qui correspondrait aussi à l'immortalité de l'homme devenu androgyne, qui aurait toute la puissance en lui, puisqu'il aurait à la fois les pôles masculin et féminin. Mais ça, pour moi, pour l'instant, ils sont en train de hâter cette chose-là, mais de manière artificielle. Comme l'Apocalypse, comme la venue du Messie, etc. Tout ça, ça doit pas être amené artificiellement, normalement. Ça doit être naturel, si c'est le plan de Dieu. Donc, là, je me dis, jusqu'où ils vont aller pour faire advenir ça artificiellement, parce que quel changement peut-on apporter de manière technique, scientifique, froide? Comment on peut modifier les corps physiques pour avoir le masculin et le féminin en nous? Alors peut-être qu'on l'a déjà, mais enfin je sais pas où ils veulent en venir, mais si c'est ça, c'est quand même très chelou et dangereux. Dangereux pourquoi? Parce qu'on nous dit rien. Je sais pas si la finalité est dangereuse, mais c'est dangereux parce qu'on nous explique rien. Ça me semble clair. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce film et de ce que je vous ai dit? Je vous dis à très bientôt.